Donc très bien, nous voilà prêts pour faire un reconditionnement en temps réel en passant toutes les étapes que l'on a vues dans les précédents modules. Donc le mieux, c'est par la pratique, et plus vous ferez des reconditionnements, plus vous serez capable de pouvoir passer ces étapes. Ce que je vous recommande au départ, c'est de suivre méthodiquement. Vous vous imprimez la procédure et vous la suivez à la lettre méthodiquement. N'anticipez rien, n'essayez pas de changer ça pour un premier temps. Quand vous en aurez fait 50 et que vous êtes totalement à l'aise, à ce moment-là, vous pourrez improviser. Mais si vous suivez tout à la lettre, tout va bien se passer. Ça a été prévu exprès pour que vous ayez chacune des étapes et que rien ne soit laissé au hasard. Allez, c'est parti. Donc, on va afficher la première étape. Donc, la première étape ici, c'était de s'assurer que cet ordinateur, il est prêt pour être reconditionné. On a dit que pour être reconditionné, il faut que l'ordinateur, il s'allume. Donc, on va tester tout de suite avec cet ordinateur pour être sûr qu'il démarre, qu'il s'allume. Hein, c'est l'étape indispensable. Ensuite, on va regarder quelle est la taille en RAM qui est à l'intérieur. Il faut au moins 4 Go de RAM pour mettre du Windows 10 ou du Windows 11. Et puis, on va regarder un peu l'état du processeur et du disque dur, la capacité de tout ça. Allez, c'est parti. On fait cette première étape qui est vraiment au tout début ici pour savoir si le candidat est bon pour un reconditionnement possible. Alors ça, je vais le faire avec un PC portable, mais évidemment, c'est exactement la même chose avec une tour. Donc, tout d'abord, on va brancher l'ordinateur parce qu'on ne sait pas si c'est un PC portable, la durée d'autonomie qu'a la batterie. On va appuyer pour démarrer le PC. Donc le logo s'affiche, c'est bon signe, hein, ça veut dire qu'on a passé l'étape du poste. Ici, on voit le petit chenillard de Windows 10 ici qui s'allume, donc ça c'est bon signe aussi. Alors c'est pas un Windows 10, c'est un Windows 8 manifestement. Ok, très bien. Donc le PC s'allume. On vient de cocher la première le premier critère, il faut que le PC démarre. Bien, maintenant on va rentrer dans le PC et on va s'assurer qu'on peut aller à l'intérieur pour regarder un peu l'état du PC et la configuration, c'est-à-dire processeur, RAM et disque dur. Allez, je me connecte, donc là on me demande un mot de passe. Vous voyez, je le fais sur un ordinateur d'un client, donc c'est vraiment un cas concret, un cas réel, hein. L'ordinateur n'a pas été préparé, c'est une commande que je dois traiter ce matin. Je vais la faire en temps réel avec vous pour que vous voyez que ça s'applique bien à un cas d'usage et non pas quelque chose qui a été préparé pour la formation. Donc c'est vraiment dessus que vous allez tomber. Alors il faut que je retrouve le mot de passe parce que la cliente me l'a donné. Voilà, je valide. Donc là, on va passer le process d'authentification, c'est très bien, et on est sur le PC. Bon, donc la première étape qu'on va faire ici, c'est venir cliquer ici dans le gestionnaire de la barre des tâches, clic droit, et on va aller dans le gestionnaire des tâches. Le gestionnaire de tâches va nous donner à la fois l'état et la configuration des 3 composants principaux que l'on va surveiller, à savoir le processeur, la RAM et le disque dur. Donc là, on voit que ça mouline. Hein, on a notre chenillard là qui mouline. Le temps de réaction n'est pas optimisé. Hein. Ça veut dire qu'on a déjà affaire à un ordinateur qui est plutôt lent, hein, même s'il fonctionne, et qu'on peut avoir des cas beaucoup plus graves. Okay, on voit que Internet s'est lancé. On attend toujours que le gestionnaire des tâches s'affiche. Ça, ces processus-là, ça indique que le disque dur, en fait, le Windows a l'air de fonctionner, mais que le disque dur, il a besoin d'un bon rafraîchissement déjà. C'est un premier indice. Pourquoi? Parce que cette lenteur, c'est les temps d'accès en lecture sur le disque, hein, les temps d'accès. Là, pour charger aussi certains processus. C'est vraiment très lent pour le coup là. Voilà, ça y est, le gestionnaire de tâches vient enfin de réagir. Oui, je vais essayer de ne pas couper pour que vous ayez
un cas pratique, d'accord, mais avec aussi le timing, c'est-à-dire tout le temps qui s'écoule réellement. Si j'ai fait des montages et que je coupe, le problème que vous allez avoir, c'est que vous n'allez pas savoir le temps que ça prend pour le comparer avec vous. Vous voyez ici 100% du disque qui est indiqué. D'ailleurs, la souris réagit mal. On va aller sur l'onglet Performance. Et l'onglet Performance, le disque dur ici, il est occupé à 100%, 99%. On voit qu'il commence à peine à redescendre. Et ça, ce n'est pas normal. Un disque dur qui est en très bonne santé, il n'est pas censé carburer comme ça dans des pics à 100% alors qu'on n'a rien demandé, on a juste démarré un Windows. Donc ça, c'est le premier indice qui nous dit que ce disque dur, il est en stress, il est en problème. On voit la capacité du disque ici, 932 Go, donc c'est un disque dur de 1 Tera, 1000 Go. Ensuite, le processeur. Par contre, le processeur, il tourne à 2%, 8%. C'est normal, on ne fait rien avec le PC, c'est normal qu'il ne soit pas saturé. Si le processeur ici était déjà dans les tours à 60-70%, soit il y a un processus un peu spécial au démarrage qui le mobilise, soit c'est qu'il a un problème pour être pris à autant. Ici, pour la mémoire, bon, on a 4 Go de RAM, donc c'est le minimum syndical qu'on a dit pour mettre un Windows 10 ou un Windows 11, donc c'est très bien. Le processeur, on aimerait en savoir un peu plus sur lui. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On ne nous donne pas d'informations. Donc pour avoir l'information, il faut venir taper ici MS Info. Donc on vient dans la barre. Alors c'est un Windows 8, c'est vrai que c'était très compliqué. Donc on va venir ici, on va faire MS Info. Vous pouvez taper dans la barre de recherche en bas, vous allez trouver ça. Donc on valide. Alors aucun résultat, de mieux en mieux. Donc on va cliquer bouton droit, hop, on va aller dans panneau de configuration et on va aller dans système, vous pouvez trouver ça là. Vous voyez le disque dur, hein, il fait des pics à 100%, 98, il monte, il descend. Hein, ça veut dire que c'est sûr que c'est un disque dur mécanique et c'est sûr que c'est un disque dur qu'il faut remplacer et qu'on n'aura aucun problème à gagner de la vitesse. Je vais aller dans système ici. Donc ici, j'ai les infos. On me dit que c'est un Pentium R. Alors 2 x 2,20 GHz avec 4 Go de RAM. Alors, c'est Pentium, c'est voilà, c'est pas une Formule 1, hein, mais ça fera le job. Ici, il faut que vous soyez à 2 GHz hein, pour mettre un Windows 10, un Windows 11. C'est ce que je vous recommande. 4 Go, bon, c'est un bon candidat pour un Windows 10. On ne va pas lui mettre du Windows 11. Donc on fera un autre exemple avec le Windows 11. Hein. Là, pour celui-là, ça sera un Windows 10. Ok, donc j'ai les infos qu'il me faut, hein, je vous rappelle. Ici, l'information qu'il me faut, c'est qu'est-ce que j'ai comme configuration. Donc là, on a répondu, un processeur avec 2,20 GHz, soit 2, Pentium R. En giga de RAM, on a bien nos 4 Go de RAM. Et on a bien un disque dur qui est fatigué, qui est lent. Et on a quand même le critère, le PC y démarre. Ok. Ce que je vous ai mis ici dans le reconditionnement, c'est qu'on peut très bien rajouter de la RAM. Là, on a 4 Go de RAM. On pourrait très bien gonfler ce PC en rajoutant 4 autres Go de RAM supplémentaires. Une fois qu'on a un processeur auquel on ne va pas toucher, hein, mais qu'on a de la RAM qui a été augmentée pour augmenter la capacité de porter l'information au processeur et un disque dur qui passe en SSD pour multiplier par 20 voire 50 les temps d'accès en lecture et en écriture, on a un PC qui va très bien marcher. Bon, allez, ici, on peut refermer tout ça et on va passer à la prochaine étape. Donc, j'éteins mon PC. Ah oui, avant d'éteindre le PC, tant qu'on y est, si je reviens dans la méthode à suivre au cas par cas sur la mind map, vous voyez qu'ici, on peut récupérer la clé de Windows et faire la liste des logiciels qu'il va falloir réinstaller. Donc, ce que je vous recommande ici, alors pour la clé de Windows, on va utiliser Choquer Plus. Donc, on va voir maintenant comment on fait ça. Donc, ici, on va récupérer la clé USB. On va utiliser Choquer Plus. Donc, on a vu que Choquer Plus, il faut aller le télécharger. Si vous l'avez déjà téléchargé et mis sur une clé USB comme moi, je vous invite à le faire maintenant. Sinon, vous arrêtez la vidéo, vous regardez comment on fait pour, dans la partie sur les outils et le matériel. Je vous montre, vous avez la vidéo pour mettre Choquer Plus, le récupérer et le mettre sur une clé USB. Donc, vous utilisez cette procédure-là. Allez, bien, donc ce que je vais faire, je vais prendre ma clé USB qui contient mes outils. Je vais passer sur le PC. Je vais brancher ma clé USB. Je vais brancher ma clé USB dans le PC pour accéder à Choquer Plus.
Oui, l'information qu'il faut avoir aussi, c'est est-ce qu'on a affaire à un 64 bits ou pas. Donc pour ça, on va revenir ici dans le panneau de configuration, on va aller dans Système. Et dans Système ici, on va regarder juste en bas ici la version, donc vous voyez c'est un X64, donc c'est bien un 64 bits. Le système est en 64 bits. Donc on va venir chercher sur la clé USB ici Choquer Plus. On va aller dedans, voilà, et je vais prendre la version 64 bits que je vais coller sur le bureau de ce PC. Je peux fermer, retirer ma clé. Et maintenant ce que je vais faire, je vais cliquer 2 fois sur Choquer Plus. Je vous rapproche un peu mieux. Et ici, je vais venir cliquer 2 fois sur la version 64. Ici, je dis exécuter quand même. Je dis oui. Et là, voilà, j'ai le récapitulatif de la clé ici. Donc, c'est bien pour du Windows 8. J'ai l'identifiant, j'ai la clé d'installation, c'est celle qui est ici. J'ai la clé OEM, donc on voit que c'est la même. Et c'est bien en OEM édition. Donc, vous pouvez le noter sur un bout de papier. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je prends ça en photo tout simplement. Donc, je vais prendre mon appareil photo. Je vais faire une photo de ces informations. Comme ça, je les aurai à disposition tout à l'heure. Ça me permet de gagner du temps. Allez, donc, ici, je peux faire Save. Et puis, enregistrer également ça, vous voyez, sur le bureau, par exemple. Donc, ça me permet après, également, quand je vais récupérer le disque dur et les informations qu'il y a sur le bureau, je vais pouvoir enregistrer la clé en question. Allez, hop, je mets sur le bureau. Ça me fait un double endroit. Bien. Donc, ça, c'est OK pour la clé USB. Pour la clé, pardon, Windows. Donc, on a bien notre clé ici. Maintenant, on va faire la liste des logiciels qu'il faut récupérer et réinstaller. Donc, je reviens sur le PC. Ici, je peux prendre en photo le bureau. C'est ce que je fais régulièrement, moi, parce que ça me donne la façon dont le bureau est structuré. Je vois par exemple que la cliente ici, elle a un bouton pour éteindre, faire éteindre son PC en cliquant dessus. Je vois qu'il y a VLC, je vois qu'il y a Avast, je vois qu'il y a Audacity. Je vois ici qu'il y a Adobe Reader, je vois qu'il y a Firefox. OK. Donc, je vois tout ça. Sinon, je vais dans la liste des logiciels. Donc ici, on est sur Windows 8. C'est vraiment particulier Windows 8 parce qu'il y avait ces histoires de tuiles. Et voilà, on va venir ici dans les différents programmes et puis on va pouvoir aller dans la liste des logiciels installés. Donc, j'ai le Avast ici. Une fois que j'ai pris la liste, donc, je prends la liste de tous les logiciels qui sont installés. Ici, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut bien faire l'inventaire de tout ce qui est installé dans le PC et discuter de ça avec l'utilisateur pour savoir ce qu'il veut récupérer. Moi, je sais par exemple que l'antivirus, il n'en veut pas. Seulement, je vois qu'ici, il y a Avast Browser qui existe. Et je sais que Avast Browser, quand il s'installe, le problème, c'est qu'il va récupérer ces histoires de mots de passe. Et les mots de passe, comme ici, vous voyez les favoris, ils sont tous pris en otage dans Avast Browser. Donc, comme la cliente, je suppose qu'elle veut récupérer ses favoris, il va bien falloir ici, dans les favoris, voir s'il y a quelque chose pour les exporter. Donc ici, les favoris Mozilla Firefox, et puis les autres qui sont ici. Donc on va gestionnaire de favoris. Voilà, ils sont tous ici, les favoris. Et il va falloir les exporter. Donc on va cliquer ici sur exporter les favoris pour pouvoir les garder. Ici les favoris, je vais les mettre ici sur le bureau. Comme ça, quand je vais récupérer les éléments, j'aurai ce fichier favoris sur le bureau. Donc j'exporte les favoris et attention, il y a les histoires de mots de passe aussi. Il y a beaucoup de gens qui font que les mots de passe sont pris et enregistrés dans les gestionnaires de mots de passe du navigateur. Donc il faut bien aller s'assurer d'exporter également les mots de passe. Donc ici, Avast et moi, mes abonnements, navigateur. Qu'est-ce qui s'affiche au démarrage aussi? D'accord, donc c'est la version gratuite. Et on a ici le gestionnaire des mots de passe. Donc on va aller dans le gestionnaire de mots de passe. Alors ici, on voit qu'on a un seul mot de passe qui a été enregistré là.
Non, ça n'a même pas été enregistré. Donc les mots de passe enregistrés s'afficheront ici. Il n'y a aucun mot de passe enregistré. Ça veut dire que la personne, elle est censée avoir ses propres mots de passe enregistrés quelque part. Sinon, j'ai toujours un moyen de faire l'exportation des mots de passe, pareil dans un fichier, pour les récupérer après. Voilà. Une fois que j'ai récupéré les mots de passe, que j'ai vu les différents logiciels, j'ai pris en photo, je vais pouvoir fermer tout ça. Et maintenant que j'ai fait l'inventaire, donc si on revient dans notre liste à faire, j'ai fait la liste des logiciels, ça c'est checké. Maintenant j'ai la question de la sauvegarde des données. Donc la question de la sauvegarde des données, ici le PC démarre, vous avez le choix. Soit vous faites la sauvegarde des données tout de suite, soit vous vous réservez ça pour plus tard de toute façon. L'avantage de le faire tout de suite, c'est, imaginons que vous ne devez pas réparer faire le reconditionnement maintenant, vous avez du temps devant vous, vous le lancez tout de suite, vous avez un aperçu visuel de l'ensemble des éléments, vous le faites et il n'y a pas de problème. Mais si vous avez besoin d'aller rapidement, ce n'est pas la bonne méthode parce que vous ne pouvez pas paralléliser cette tâche, vous êtes obligé d'attendre toute la fin de la sauvegarde avant de démarrer le reconditionnement à proprement parler. Or là, nous, il est 10h40 et je veux absolument aller vite. Je voudrais finir pour 14h puisque j'ai promis à la cliente de récupérer son ordinateur à 14h. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas faire la sauvegarde maintenant, je vais commencer la procédure de remplacement du disque dur, etc. Et pendant que ça fait ça, je vais aller chercher les données pour les mettre sur un disque dur plus rapide, de sorte à ce que quand ce PC sera remis à neuf, quand je vais rebrancher le disque dur rapide dessus, je vais pouvoir transférer les données plus vite. Ça me laisse le temps de sélectionner les données et de traiter tout ça, donc je vais le paralléliser. Ça, c'est la petite astuce. Sinon, vous pouvez suivre dans un premier temps le déroulé tel que je le montre là, et puis après, quand vous serez habitué aux différentes étapes, vous allez pouvoir adopter la méthode qui vous convient le mieux. Donc là, on va passer à la deuxième partie, qui est remplacer le disque dur mécanique par un disque dur électronique. Donc, je vous remonte sur l'infographie. Sur l'infographie, donc, on vient de faire cette partie-là. On a ici, vous voyez, ici pour le transfert des données sur disque dur, on le fait en parallèle. Hein, c'est ce que je vous expliquais. On le fait en parallèle ici. Vous voyez que c'est pendant qu'on aura retiré le disque dur qu'on va maintenant venir récupérer les données ici en parallèle pendant tout le temps qu'on est en train de faire le reste. Hein, tout le temps qu'on est en train de faire l'étape 2 et 3 pour à l'étape 3 remettre les données. Donc c'est bien ce que je viens de vous conseiller là. Allez, donc fin de cette partie inventaire et préparation et on passe donc à la partie 1, le remplacement du disque dur par le nouveau SSD. Alors juste avant de passer à la deuxième étape, il y a une chose que j'ai oublié de dire ici, que je vais rajouter d'ailleurs dans l'infographie, que je vais rajouter dans la checklist, c'est la mind map, c'est de faire l'inventaire des données qui sont actuellement enregistrées. Hein, savoir à peu près, pour pouvoir remplacer par un disque dur, un autre disque dur, encore faudrait-il savoir la taille du nombre de données pour le nouveau disque que l'on veut mettre dessus. Donc ce que vous allez faire, vous allez venir ici dans n'importe quel dossier ou dans le porte-document ici ou l'explorateur Windows, vous allez ouvrir pour pouvoir aller sur le disque dur et voir en fait combien de données sont occupées, quelle est la place disponible qu'il va vous falloir prévoir sur le nouveau disque. Donc là ici on va aller dans ce PC. C'est l'explorateur de Windows. Et l'explorateur de Windows, vous voyez, il me dit que en fait ici j'ai quoi? Il me dit j'ai deux partitions. Donc j'ai un seul disque mais j'ai deux partitions. Dans la première partition qui fait 891, j'ai 678 Go de livres. Donc je vais faire une soustraction. Je vais faire 891 moins 678 et ça va me donner la taille exactement des données occupées actuellement. Donc je prends ma calculatrice. 891 moins 678, ça me fait 213. Donc j'ai 213 gigas de données occupées. Et à côté ici,
j'ai Lenovo ici, là, donc ça, on peut supposer que c'est une partition exprès pour réinstaller le PC, hein, c'est une partition... Ah non, il y a bien des données pour la personne. Donc là, si je prends ça, je clique bouton droit, je fais un clic droit dessus et je vais dans Propriétés. Voilà, ça me dit que ici j'ai 2 Go 21. Donc ça veut dire que actuellement j'ai 213 Go plus 2 Go 21 de données. Donc je suis à 214 Go,21. Mais attention, ces 214 Go, ils incluent aussi mon système d'exploitation, mon Windows. Ils incluent aussi toutes les mises à jour. Ils incluent aussi tous les paramètres Windows que la personne a installé. Donc si vous voulez un inventaire fiable, il vous faut venir ici sur ce PC, aller dans ici, aller dans Utilisateur, aller dans la session de l'utilisateur, ici c'est une utilisatrice, et ensuite Bureau, vous allez faire un clic droit dessus, et vous allez prendre les éléments un par un pour les inventorier, pour les recenser. Alors c'est pas pratique, je vais mettre une souris parce que le pavé tactile là, il déconne. Donc. Voilà, je vais utiliser une souris, ça va être plus rapide pour faire les données. Donc, dans Bureau, ici, vous allez faire un clic droit, vous allez cliquer sur Propriétés, et vous voyez que le bureau, à lui tout seul, il occupe que 71 mégas. Donc, c'est pas grand-chose. Ensuite, on va aller faire l'inventaire également de documents. Propriétés. Donc là, ça grimpe un peu plus. Ok, donc ici, on est en taille ici à 84,5. Donc on va arrondir à 85 gigas dans documents. Donc il y a des choses dans documents, hein. Ensuite, on va aller dans Images, on va faire un clic droit Propriétés. Là, souvent, c'est ici où on a le plus de données, hein. Les gens, ils stockent beaucoup de photos. Ok, ici, ça s'est arrêté à 55,4, donc on va arrondir à 56. 56 gigas pour les images. Ok, il va nous rester ici téléchargement vidéo musique. Donc on va aller dans téléchargement parce que souvent, alors il y a énormément de choses. Ici on a 1 giga. Ok, bon, on va garder 1 giga. Donc la personne a fait le ménage régulièrement. On va aller dans musique. Souvent il n'y a pas grand chose dans musique. Soit il y a quelque chose, soit il n'y a rien du tout. Alors là, dis donc, 22,2 gigas de musique. Donc c'est impressionnant, c'est quelqu'un de mélomane. Donc on va arrondir à 23 gigas pour la musique. Et on va aller enfin sur vidéo. Vidéo, il n'y a rien. Et vous voyez, attention, faites gaffe, des fois les gens laissent traîner des choses qui sont en dehors des dossiers. Donc allez bien chercher dedans. Et ça, c'est le dossier AppData qui contient dans les sessions locales ici des informations qui sont utiles au logiciel pour fonctionner. En l'occurrence, pour les logiciels de messagerie comme Thunderbird ou Outlook, c'est ici, pour Thunderbird, qu'on va venir chercher pour la sauvegarde. Allez, je referme la parenthèse. Donc, vous voyez qu'on était parti au départ sur 214,21 gigas, mais si je regarde plus précisément et que j'additionne le compte qu'on vient de faire, on va voir si on est proche de ça. Donc, on a dit 71 mégas pour le bureau, donc ça compte pour rien. 85 gigas pour les documents, plus 56 gigas pour les images, plus 1 giga pour les téléchargements, plus 23 gigas pour la musique. Alors, attendez, petit problème de calcul. Donc, 85 gigas pour les documents,
plus 56 Go pour les images, plus 1 Go pour le téléchargement, plus 23 Go pour la musique et 71 mégas, donc ça fait même pas 1 Go pour le bureau, donc on ne le compte pas. On est à 165 Go. Donc ça veut dire que les données brutes de la cliente ici, c'est 165 Go et non pas les 214 Go. Parce que si je fais ça à moins 214 Go, on voit qu'il y a 49 Go qui sont occupés par le Windows et puis par toutes les mises à jour, etc., dont on n'a pas besoin. Oui, il ne faut pas oublier les 2,21 Go qu'on a trouvé sur l'autre partition. Voilà. Donc là, on se situe maintenant, on a fini notre inventaire. Donc, si je reviens sur la checklist, ici, donc, on a fait la, pas sauvegarder les données, mais inventaire des données. Ici, c'est plutôt inventaire des données. Voilà. Parce que la sauvegarde des données, vous pouvez la faire maintenant. Donc, inventaire des données. La sauvegarde des données, vous pouvez la faire maintenant si vous le souhaitez, maintenant que vous savez combien de données il y a. Mais je vous recommande de le faire en parallèle pour gagner du temps, donc avec l'adaptateur USB SATA. La seule chose qui vous forcerait à le faire maintenant, c'est si vous n'avez pas l'adaptateur encore SATA USB au moment où vous faites la formation et que vous avez besoin de faire un reconditionnement et que vous n'avez donc pas d'adaptateur pour pouvoir brancher ce disque dur après en USB pour récupérer les données. À ce moment-là, vous allez le faire maintenant, mais ça va vous faire perdre le temps puisqu'il va falloir attendre toute la sauvegarde des données avant de passer à la deuxième étape. Bien, on est prêt à passer à la deuxième étape maintenant, qui est l'étape du remplacement du disque dur ancien par le nouveau disque. Donc, regardez, si on fait un petit tour du côté de l'infographie, on en est bien à cette étape ici où on a fait le point et l'inventaire sur tout ce qu'il y a de disponible dans la configuration et dans la donnée. Et là, on est prêt à passer à l'étape 1. Notre reconditionnement, il est possible. On a fait le check-up des données aussi. Donc, on est bon pour passer à la prochaine étape qui est le remplacement du disque dur HDD par un SSD. Allez, c'est parti, on se retrouve dans la prochaine étape. Ok, donc dans cette prochaine étape, donc on va éteindre notre PC. C'est vrai qu'avec Windows 8, j'avais oublié. Ok, on va prendre les différents éléments qu'il va nous falloir. Donc un tournevis et le disque dur de remplacement, le SSD de remplacement. Donc 240 Go, ça fera très bien le job hein, par rapport à ce qu'on a là, puisqu'on a une centaine de gigas de plus. Voilà. Une fois qu'on a éteint le PC, on le débranche évidemment. Allez, on va se mettre en condition, préparer l'atelier pour pouvoir... Alors ici, je vois, hein, il y a une charnière ici qui a un problème. Hein, on voit que ça souffre là. Donc pour pouvoir démonter tout ça et retirer le disque dur. L'avantage ici sur ce PC, c'est qu'on voit que l'accès est facilité. Ici, on a une trappe d'accès qui sera facilitée pour récupérer le disque dur très facilement. Donc je prends un tournevis. Voilà. Je prends mon collecteur de vis. Attendez, je vais vous faire prendre panorama beaucoup plus intéressant. Voilà, comme ceci. J'ai mon tournevis, j'ai mon collecteur de vis et ici j'ai mon disque dur. Et ici j'ai mon disque dur. Allez, je vais rapprocher le micro pour que vous m'entendiez. Donc, plusieurs choses. On va revenir dans la checklist pour faire ensemble le point sur la méthode pour pouvoir faire tout ça. Donc ici, on est à la deuxième étape, remplacer l'ancien disque dur par un disque dur électronique. Donc on a dit on va démonter le PC. Ici, j'ai quelques recommandations pour vous. Premièrement, on va éviter les surprises désagréables. Pour éviter les surprises désagréables, vous allez regarder des vidéos sur YouTube pour voir comment démonter ce PC. Donc pour ça, vous allez aller sur YouTube. Par exemple, ici, on a affaire à un Lenovo G780. Donc, je viens ici sur YouTube.
Et ici, je vais taper dans YouTube Disassembly. Disassembly. Suivi de Lenovo G780. Je valide. Et là, je vais avoir plein de vidéos qui m'expliquent comment je peux... Alors, disassembly, ça veut dire démonter. Comment je peux démonter un Lenovo G780 pour ne pas avoir de surprise désagréable. Donc, vous regardez ces vidéos. Je vous recommande d'en regarder 2 pour comparer, pour être sûr que la méthode de démontage est la bonne et pour ne pas vous jeter tête baissée dans le démontage et faire face à des choses que vous n'allez pas pouvoir résoudre. Donc ça, c'est mon premier conseil. Même moi, encore aujourd'hui, qui ai démonté, allez, je pense, des centaines de PC depuis 25 ans, quand je suis face à un modèle que je ne connais pas, la première chose que je fais, c'est d'aller regarder quelques vidéos YouTube. Surtout, ici, il s'agit de remplacer le disque dur. On voit que sur ce PC, ce n'est pas très compliqué parce qu'il y a une trappe, mais quand il faut tout dévisser, je peux vous dire que c'est important. Ensuite, pour gagner du temps, vous allez utiliser ici un collecteur de vis si vous avez ça, si vous avez pris le même kit que moi. Si vous n'avez pas le même kit que moi et que vous n'avez rien pour pouvoir faire ça, vous prenez une feuille de papier, vous faites un quadrillage dessus, et puis ça vous permet, vous reproduisez un quadrillage comme ça, et ça vous permet de pouvoir poser vos vis pour ne pas perdre de temps pour les récupérer. Voilà, ça c'est les 2 conseils que je vous donne ici, 2 conseils de pro que je vous donne pour pouvoir passer sans difficulté cette étape du démontage. Allez, on se lance dans le démontage, sachant que derrière on va retirer le disque, on va remplacer le disque et on va remonter derrière, mais on reviendra sur ces autres étapes-là. On commence par petit 1, démonter le PC. Donc ici, je prends mon tournevis. Allez, je retire les vis correspondantes. Voilà, une fois que j'ai défait mes vis, alors ici, on a une petite particularité. Oui, il y a une vis plus basse ici qui nous résiste. Voilà. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre mes vis dans le collecteur de vis parce que je peux les laisser dedans, donc très bien. Je remise ça ici. Et là, donc, je me retrouve avec mon disque dur que j'arrive à identifier ici. Donc, on va retirer les 2 vis ici. Celles-là, je vais les garder. Voilà. Je glisse vers le bas pour libérer le connecteur. Il est ici, hein, il est identifié ici. Je glisse vers le bas. Et voilà. Et j'ai mon disque dur qui est ici. Je vais le libérer de ça. Donc évidemment, c'est spécifique, hein. Chaque marque, chaque modèle a ses propres caractéristiques, hein. Mais voilà, si vous avez un doute, un petit conseil, vous pouvez filmer ou prendre en photo avant de dévisser, hein, quand vous avez un doute pour savoir si vous allez pouvoir remettre avant de le dévisser. Comme ça, vous avez à regarder vos photos pour le remontage. Ici, je vais laisser comme ça pour voir dans quelle direction, vous voyez, je repère comment c'était positionné. Je vais prendre mon nouveau disque dur maintenant. Alors moi je ne prends pas un disque dur tout neuf ici, je prends un disque dur qui a déjà été utilisé. C'est peut-être pas une bonne idée parce que si là, il bug, ça va nous ralentir la formation. Je vais prendre un disque neuf. Voilà, l'autre c'est un Lexar, celui-là c'est un PNY, mais les deux sont au même tarif, hein, et c'est la même qualité. Donc je prends mon nouveau disque. Et voilà, je vais maintenant le présenter exactement comme est présenté l'autre. Et je vais intervertir celui-là, je me le mets de côté.
Je n'ai plus qu'à remettre mes vis. Remarquez qu'un tournevis aimanté, hein, c'est toujours mieux. Ça permet d'attraper ces vis plus facilement. Ok, donc je vais réinsérer ici le disque et puis ensuite et oui, c'est à l'envers, c'est dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Et ensuite, je vais pousser pour que ça rentre. Voilà, je remets mes deux vis. Voilà, donc là, on a procédé au remplacement de l'ancien disque par le nouveau disque SSD. Sauf que, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors ça, c'est pas obligatoire à faire pour reconditionner, évidemment, hein, ça ne va pas empêcher le poste de redémarrer, mais des petits conseils que je vais vous donner qui sont issus de mon expérience professionnelle et pour vous en faire bénéficier. Donc on va revenir sur la checklist parce que je vous ai mis ça dans la mind map. Donc ici, qu'est-ce que je vous indique? Je vous indique que une fois que vous êtes au 2 ici, que vous avez retiré, vous avez deux choses auxquelles il va falloir penser. Alors, le recyclage de l'ancien disque pour la suite. Alors, vous avez plusieurs options. Le recyclage, hein, je rappelle, c'est ce disque dur-là, hein, le vieux disque dur. Une fois qu'on aura récupéré ce qu'il y a dedans, ok, et qu'on l'aura mis dans le nouveau PC, qu'est-ce qu'on fait de ce disque-là? Donc, vous avez plusieurs options. Soit vous le gardez comme disque dur d'archivage, vous proposez de le garder comme disque dur d'archivage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous aurez récupéré les données qu'il y a dedans, vous supprimez tout ce qu'il y a dedans et vous allez pouvoir utiliser qui vous permet de glisser ce disque dur dedans, de fermer le bloc autour et vous avez un câble USB, ça vous permet d'utiliser ça comme un disque dur d'archivage, de stockage. Ça évite de le jeter à la poubelle, ça peut servir. Alors évidemment, ça ne sera pas un disque dur rapide parce que ça sera un disque dur mécanique, hein, mais pour stocker des informations dedans et les mettre en sauvegarde plusieurs mois, c'est toujours ça. Ça vous évite d'acheter un autre disque dur. Et puis, comme je vous dis, ça coûte entre 10 et 20 € ces boîtiers-là. Hein. Pour trouver ces boîtiers-là, vous allez aller sur Amazon ici. Et vous allez taper boîtier. Ici, on a affaire à un disque dur 2 pouces et demi. Hein. Les grands dans les tours, c'est des 3 pouces et demi. Ici, donc vous allez taper 2,5 USB. Et puis, vous faites entrer. Et là, vous allez voir tous les boîtiers qui vont vous être proposés. Vous voyez, ce sont ces boîtiers-là. Donc, à 7 € ici, vous pouvez avoir un boîtier. Alors, celui-là, il est transparent. Hein, je trouve pas ça terrible. Mais bon, 7 €, vous voyez. Celui-là, ici, 10 €. Donc, c'est ce que je vous disais, entre 10 et 20 €. Celui-là, 9 €. Donc, ce sont des boîtiers, vous voyez, si on va dessus, qui vont vous permettre de pouvoir brancher votre disque dur dedans, de refermer et de pouvoir recycler ce disque dur en disque dur ensuite d'appoint ici. Donc ça, c'est la première astuce que je vous propose et les clients vous en seront reconnaissants, hein, parce que ça évite de jeter quelque chose à la poubelle et surtout c'est très utile parce que ça vient compléter le lot de clés USB et on peut mettre des photos dedans qu'on va garder pour la postérité. Donc ça, première astuce. Deuxième astuce. La deuxième astuce, si vous avez un PC Tour, vous pouvez connecter ce disque dur-là, en fait, le recycler et après le reconnecter à une nappe SATA dans le disque dur, dans le PC, dans la tour, parce qu'il y a assez de place, pour avoir le nouveau SSD qui va vous servir comme disque de démarrage et celui-là qui vous servira comme deuxième disque de stockage. Alors les données qui seront dessus, pareil, vous pouvez mettre des films, des images, etc. Ça ne sera rien qui nécessite beaucoup de vitesse pour démarrer, pour ne pas ralentir le PC, mais tout votre Windows sera donc sur le disque SSD que vous venez de mettre dans la tour, et ça après, ça vous servira de deuxième disque dur de stockage. J'ai fait une vidéo pour ça, je vous mets ça dans les bonus, vous pourrez aller voir ça pour pouvoir voir comment faire.
Donc ça, c'est l'astuce si vous avez un PC tour. Si vous avez un PC portable, évidemment, vous ne pouvez pas mettre ça donc sur une nappe de stockage. Donc vous allez l'utiliser avec un boîtier USB comme on vient de voir pour pouvoir l'utiliser comme disque dur d'appoint en USB 3. Voilà. Deuxième chose, tant que le PC est ouvert, il faut penser à nettoyer l'intérieur du PC. Donc nettoyer l'intérieur du PC, si c'est une grosse tour, vous allez utiliser un chiffon que vous allez humidifier. Attention, attention, on évite de faire en sorte que de l'eau coule. Vous allez essorer ce chiffon, il faut qu'il soit à peine humide. Pourquoi? Parce que la poussière, quand vous allez passer dans le PC, ça va venir se coller dessus. Mais attention, vous n'allez pas passer sur la carte mère. Vous n'allez pas passer sur les composants. Ou si vous passez sur la carte mère et les composants, faites très attention qu'aucune goutte ne coule dedans, dans les composants. Ensuite, vous allez attendre que ce soit bien sec avant de redémarrer le PC, pour ne pas créer de court-circuit sur vos composants. Donc, je répète, ne mouillez pas les composants électroniques, ça va créer des court-circuits. Donc, vous utilisez un torchon, vous nettoyez. Si c'est un portable, vous pouvez utiliser une bombe à air sec, okay, un compresseur. Attention, le compresseur va brasser de l'air qui est de l'air ambiant, donc s'il fait humide, etc., ça risque de brasser de l'humidité. Donc faites attention que ça, avant de redémarrer, que tout soit bien sec. Et sinon, la technique que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, parce que c'est pas trop sale, c'est un petit coup de pinceau. Donc, je vous montre ça maintenant, avant qu'on referme. Donc, vous allez vous munir d'un pinceau comme ceci, et puis on va changer de vue pour que vous voyez. Donc là, avec le pinceau, vous allez venir ici. Vous allez passer un petit coup de pinceau, hop. Alors évidemment, vous, si vous aviez bien ouvert tout ce qu'il faut, ben, vous allez passer votre coup de pinceau partout. Et ça fait une sacrée différence parce que ça, c'est de la poussière qui est captive ici et qui va pouvoir sortir. Donc ça, c'est le minimum que vous pouvez faire. C'est acheter un pinceau de peinture comme ça, hein, ça va vous coûter 5 €, même pas 2 €, 3 €. Et puis, vous allez pouvoir toujours donner un petit coup de pinceau. C'est le minimum que vous pouvez faire. Pareil, ici, il y a des grilles. Il faut passer dans les grilles pour débloquer les grilles et les dépoussiérer, tout simplement. Dans un sens et dans l'autre. Vous voyez la poussière qui s'en va là? Et oui, dessous c'est très sale. Dans un sens comme dans l'autre. Et ça c'est important parce que à travers ces grilles-là, vous voyez, ça c'est la grille qui est au niveau d'ici. À travers ces grilles-là, l'air passe et donc, vous voyez, ça peut venir obstruer la grille et faire en sorte que ça circule moins bien. Donc voilà, là on a fait un bon nettoyage là. Allez, j'arrive à voir à travers, donc c'est bon, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est l'astuce que je voulais vous donner en plus. Donc petite astuce de pro, c'est cadeau. Donc si je reviens ici, voilà, hein, vous pensez nettoyer l'intérieur du PC, hein, dans les deux cas avec ça, et puis vous commencez à vous poser la question de ce que vous voulez faire de l'autre disque que vous venez de retirer. Bien, maintenant qu'on a retiré le disque dur d'origine, on va le remplacer, donc c'est ce qu'on a fait, par le SSD, bien remettre la visserie, hein, c'est ce qu'on va faire maintenant, et si c'est une tour, attention, le SSD, vous n'êtes pas obligé de le fixer, vous pouvez le glisser juste dans le compartiment où il y avait l'ancien disque, et puis ça va tenir. Une tour, c'est posé sur un bureau, on ne le déplace pas. Comme un SSD, ça ne vibre pas et ça ne bouge pas, ça ne craint rien, hein, de le laisser poser comme ça. Voilà. Après, vous pouvez évidemment le visser si vous trouvez de la place pour le visser. Allez, on passe donc à cette troisième étape, on va revisser le tout. Donc du coup, on va remettre notre grille en place et on va simplement revisser ici le tout. Alors, sur la chaîne YouTube, j'ai filmé et je filme la plupart des reconditionnements que je fais. Évidemment, je n'explique pas toute la méthode ici et toutes les petites astuces supplémentaires que vous avez dans la formation, hein, parce que vous avez payé, donc vous avez droit à un contenu exclusif quand même, à minima. Mais vous allez voir, en fonction des PC, plein d'exemples
des dizaines d'exemples de PC que je démonte, que je remonte et que je reconditionne en suivant exactement la même méthode. Donc ça peut vous permettre, avant de vous lancer, si vous hésitez, vous pouvez aller vous rassurer en regardant tout ça. Voilà, là tout est revissé, tout est bien fait. Donc on remonte, le PC est remonté, ici on n'a pas eu besoin. On a fini cette étape du remplacement du SSD. Donc nous avons terminé l'étape 2 ici de remplacer. On va maintenant passer à l'étape d'installation du Windows 10 ou du Windows 11. Alors ici nous on a opté pour un Windows 10 parce que le processeur est un Pentium, il est un peu vieux, on va aller sur le Windows 10. Vous avez, comme je vous ai dit, la possibilité de voir les exemples sur la chaîne avec du Windows 11 et également ceux que je vous mets ici dans la description. Bien, dans l'infographie. Dans l'infographie, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre recherche sur YouTube, on a retiré le disque, on a... alors ici, on n'a pas fait ça encore, on n'a pas branché ce disque ici en SATA pour commencer à récupérer les données. Hein. Voilà. On a connecté le nouveau disque SSD, du coup, on a un nouveau SSD installé et on est prêt pour l'installation de Windows ici. OK? Et ici, on va passer sur un Windows 10, une installation en Windows 10. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ok, donc maintenant, nous sommes prêts pour l'installation de Windows 10. Donc, voyons voyons ce qu'on va devoir faire. Donc, ici, c'est un Windows 10. On a le choix de l'installation avec une clé bootable. Donc, je vous ai montré dans les vidéos précédentes, dans la partie préparation, comment on crée une clé USB bootable avec Windows 10 et l'outil pour faire cette clé à partir du Media Creation Tools de Microsoft. Et je vous ai montré aussi pour Windows 11. La seule chose qu'il faut avoir en tête ici, très important, c'est que dans un cas comme dans l'autre, et ça, j'en parle vaguement, mais ici dans la formation, j'insiste, vous devez installer absolument une session locale et non pas une session Microsoft. Pourquoi? Parce qu'une session locale va vous permettre d'avoir plus de liberté pour pouvoir gérer votre installation et ça ne va pas vous empêcher de bénéficier néanmoins, si vous avez un compte Microsoft, de OneDrive, de la sauvegarde des données, etc. Mais vous allez installer une session locale pour ne pas aussi avoir tous les problèmes de bugs et d'authentification qui sont liés au serveur de Microsoft. Donc pour ça, c'est un Windows 10. Pour installer une session locale, on ne va pas créer de compte Microsoft pendant l'installation. On va voir comment on bypass cette partie-là. Et si c'est un Windows 11, on voit aussi dans les vidéos à ce sujet comment forcer l'installation sur un PC dans un premier temps, parce que Windows 11, il faut être capable de modifier la base de registre pour faire en sorte d'installer sur un vieux PC comme ça. Il n'est pas éligible en principe, mais on a la possibilité de forcer l'installation. C'est ce que je vous montre dans la vidéo adéquate, donc que vous irez voir. Et on va surtout bypasser aussi l'obligation de créer un compte Microsoft et je vous montre une astuce pour le faire gratuitement et facilement. Donc tout ça, je vous renvoie pour la Windows 11, ici l'installation Windows 11, je vous renvoie à la vidéo qui en parle. Bon, dans tous les cas, nous on va installer maintenant le Windows 10 et donc on va passer ici, si on est sur l'infographie, vous voyez, on va passer ces différentes étapes ici dans le Windows 10, on va installer le Windows 10. Pour ça, on va booter sur une clé d'installation et on va bypasser la création du compte Microsoft et on va aller jusqu'à l'installation d'une session locale. Bien, pour pouvoir faire ça, on va changer de vue. Voilà, on ne va pas l'allumer tout de suite, on va se munir de notre clé USB de démarrage. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez créé la clé de démarrage telle que je l'ai montré là, soit vous avez créé la fameuse clé d'installation ultime pour laquelle je vous ai mis la vidéo également. Donc, moi ce que je vais faire, je vais utiliser cette clé d'installation ultime ici qui est sous Ventoy, mais vous, évidemment, vous pouvez regarder les vidéos sur la chaîne pour là où je vous ai indiqué comment faire la clé USB de boot, je vous ai montré également comment vous pouvez booter dessus, etc. Donc, peu importe le support que vous utilisez, l'objectif c'est d'avoir une clé USB bootable avec un Windows 10 récent installé dessus. Donc, on va mettre ça dans un port USB ici. Et le challenge, c'est toujours ça le challenge quand on veut booter sur une clé USB, c'est de savoir comment faire
pour pouvoir rentrer dans le BIOS ou démarrer sur le menu de démarrage pour pouvoir utiliser pour pouvoir dire au système qu'on veut qu'il puisse démarrer sur cette clé de BIOS. Donc, ce que je vous propose de faire, dans un premier temps déjà, c'est de vous renseigner sur les touches de démarrage de BIOS et de menu de boot de votre PC. Donc pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Je vous ai mis tout d'abord en ressources un tableau qui vous donne les instructions pour pouvoir booter, les touches pour pouvoir booter et démarrer sur votre PC en fonction de son modèle et de sa marque. Donc je vais ouvrir ça, voilà. C'est ce tableau-là. Donc dans ce tableau-là, ici moi j'ai affaire à un Lenovo. Donc vous voyez, j'ai affaire à un Lenovo et c'est un G quelque chose. Moi c'est un G780. Donc ici on voit que pour les G 475, c'est F12, F2. Lenovo, les IdeaPad, bon là c'est FN. Les Y, je vois qu'ici les ThinkPad c'est F12, F1. Les Lenovo portables, c'est souvent F12 et F1, F2. Donc, j'ai une petite idée de ce que c'est. Je peux aussi aller sur Internet. Je vais sur Internet. Sur Internet, je vais taper le modèle. Donc, je vais taper BIOS Key, comme ça, K-E-Y, suivi de Lenovo G780. G780. Et je vais faire entrer. Et ici, vous voyez, il va me donner des résultats F2, donc ça me confirme un peu mon affaire, touche F2. Ici aussi recommandé touche F2. Voilà. Et si je tombe sur un truc qui est exactement mon PC, ben, je regarde ça. Donc ici, ça me permet de confirmer. Donc le F2 sera manifestement ce qui va nous permettre de pouvoir démarrer dans le BIOS pour pouvoir démarrer sur ce PC. Donc, ça, c'est la première méthode. Et après, vous pouvez avoir aussi accès à un PC qui est capable de pouvoir automatiquement booter sur votre clé parce que dans son menu de démarrage, il était prévu que s'il y a une clé USB, ça démarre par la clé USB et après, ça attaque sur le disque dur. Et là, vu que le disque dur, de toute façon, qu'on a mis, il n'y a pas de système dessus, même si la clé USB est marquée en 3e ou en 4e position, l'avantage, c'est que s'il ne trouve pas de disque dur sur lequel il y a un Windows, comme c'est le cas ici puisque ce n'est pas encore installé, ben, il va parcourir les autres modes de boot, les autres options pour démarrer et il va certainement vous permettre de démarrer sur la clé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas y toucher dans un premier temps, on va tenter le coup sans rien toucher. Donc là, la clé elle est branchée, ok. Le PC est branché également et connecté à son boîtier d'alimentation. Je vais démarrer et je vais laisser faire dans un premier temps, premier passage pour voir ce qui se passe. Je guette ici si jamais il y a des choses qui me permettent de pouvoir changer. Ok. Donc là, ici, j'ai cette information. Alors attention, c'est uniquement cette information pour des gens qui ont utilisé la clé ultime, qui utilisent la clé ultime. Hein. C'est-à-dire que ici, Ventoy a détecté qu'il y a un Secure Boot qui est installé. Donc, on va procéder à une technique qui nous permet de pouvoir faire sauter le Secure Boot pour faire quand même l'installation. Donc, je vous la montre là, mais je mets en détail une vidéo en bas pour pouvoir régler ça. Donc, j'appuie ici sur OK. Je vais appuyer ici sur n'importe quelle touche. Je vais descendre ici sur Enroll Key from Disk. Je vais faire entrer. Je vais valider par entrée. Et ici, je vais faire Enroll this key in Mock Manager Certification. Et je vais faire entrer. Ici, je vais descendre sur Continue. Je vais faire entrer. Et ici, il me demande est-ce que je vais l'enrôler. Je vais descendre sur Yes et je vais faire entrer. Et maintenant, je vais cliquer sur Reboot. Et Reboot, ce qui va se passer, c'est qu'il va redémarrer. Et cette fois-ci, il va pouvoir démarrer sur la clé Ventoy. Ça, c'est une procédure qui permet de pouvoir, même quand il y a un Secure Boot, vous voyez, obliger à démarrer sur la clé Ventoy sur laquelle j'ai mes différents systèmes pour ce faire. Alors évidemment, là, je vous montre le plus compliqué. Parce que si vous utilisez ça avec juste une clé de boot Microsoft,
il n'y a aucun problème, vous n'allez pas avoir ce système-là, ça va booter dessus, le système va se mettre en place. Hein. Donc là, comme je vise aussi des gens qui vont faire ça à titre professionnel et en tout cas très régulier, je vous donne en même temps la méthode la plus intéressante qui vous permet d'avoir sur une seule clé, par exemple, celle que je vous ai indiquée là, les différents systèmes. Donc là, ici, on va venir chercher notre clé, notre installation Windows 10, donc Windows 10 32, non, Windows 10 64. J'appuie sur Entrée. Je rappuie sur Entrée pour que ça se fasse en boot mode normal. J'appuie sur une touche et là, il devrait lancer l'installation de Windows. Donc on patiente. Donc quand vous voyez ça, c'est bon signe. Ça veut dire donc qu'il est en train de charger. Voilà. Bien, donc maintenant, on va procéder à l'installation. Donc là, on a passé la première étape qui est le démarrage sur la clé USB. Donc c'est quelque chose d'assez difficile, qui peut être assez complexe. Hein. C'est ici que vous pouvez avoir une petite difficulté. Sur la chaîne YouTube, une fois de plus, dans tous les reconditionnements, je montre cet aspect-là pour vous montrer différentes façons de régler ce problème. Et là, je ne vais pas mettre toutes les vidéos hein, dans la formation. Je vous recommande d'aller sur la chaîne donc YouTube, le mode d'emploi du PC, d'aller dans la partie playlist réparation. Vous allez voir toutes ces vidéos avec tous les cas de figure possibles pour pouvoir régler ce problème de démarrage sur votre clé USB de démarrage. Ici, donc, on va poursuivre l'installation. Donc, je vais venir mettre suivant ici. Installer maintenant. Donc maintenant, la prochaine étape va consister à faire en sorte de ne pas créer de compte Microsoft. Pour ça ici, c'est assez simple. On va juste lui dire qu'on n'a pas Internet quand il va nous le demander. Sur Windows 11, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc ici, il me demande est-ce qu'on a une clé d'activation. Donc même si nous, on a une clé d'activation, puisqu'on a utilisé Choquer Plus, on ne met rien ici. Vous ne mettez rien. Vous dites, je n'ai pas de clé de produit. Pourquoi vous ne mettez rien? Parce que vous laissez comme ça au système la possibilité de s'installer, d'activer automatiquement ça avec la clé qui est déjà inclue dedans. Et si jamais il ne l'a pas, vous pourrez après de toute façon l'activer. Ici, si vous avez le choix, vous mettez toujours du Windows 10 professionnel et vous mettez suivant. Et si vous n'avez pas de clé pour activer le Windows 10 professionnel parce que c'était une version Windows 10 famille, comme c'est le cas ici, c'est pas très grave. Vous utilisez donc la technique que j'enseigne dans la formation qui a été proposée avec celle-là pour pouvoir activer ce Windows 10 professionnel gratuitement. Ici, je clique sur j'accepte, je fais suivant à nouveau. Et ici, je vais aller toujours dans personnaliser. Donc dans personnaliser, vous voyez qu'on a deux lecteurs. On a notre lecteur de 240 Go qui ici est le lecteur 0 et le lecteur 1. Attention, le lecteur 1, c'est ma clé d'installation. Hein, c'est un autre lecteur. Donc nous, c'est bien ici qu'on veut faire l'installation. Donc on sélectionne ça et on fait suivant. Là, il va copier tous les fichiers qui sont indispensables pour pouvoir lancer l'installation de Windows. Donc il les copie depuis la clé, depuis le support, sur le disque dur. Hein, sur la partition principale du disque dur, ce qui va lui permettre ensuite au redémarrage, après cette copie, il va nous proposer de redémarrer. Là, on va retirer la clé pour ne pas qu'il reboote dessus. Et au redémarrage, il va continuer l'installation, la deuxième phase de l'installation, à partir des fichiers qu'il aura mis sur le disque dur. Et donc, on voit que c'est ce qu'il est en train de faire. Il prépare les fichiers pour l'installation, c'est-à-dire qu'il les copie actuellement de la clé sur la partition principale d'installation du Windows sur le nouveau disque SSD qu'on a mis. Alors, pendant ce temps-là, on le fera un peu plus tard, parce que moi, techniquement, pendant qu'il fait ça, j'ai déjà commencé à récupérer, grâce à l'adaptateur, les données qui sont sur le disque dur qu'on a retiré, pour gagner du temps. Donc, j'attends pas de finir tout ça.
comme je maîtrise un peu le process, je déclenche ça automatiquement. Donc là, je serais allé brancher mon disque dur en USB SATA, j'aurais branché ça à mon PC et j'aurais commencé le transfert des données dessus et pour pouvoir le mettre ensuite sur un support plus rapide pour pouvoir le transférer ici. C'est à ce moment-là que je commence le parallélisme. C'est pour ça que dans le schéma, d'ailleurs, que je vous ai indiqué, vous voyez, c'est pour ça que dans le schéma ici, c'est quelque chose qui se fait déjà en amont, vous voyez, avant même que je sois lancé dans la phase d'installation. Vous voyez, ici, ça, dès que j'ai sorti le disque dur, je commence à faire le transfert sur l'USB SATA. Là, on va prendre un temps pour le faire tranquillement, pour que vous voyez, mais en principe, c'est ici, dès que j'ai sorti le disque dur, que je commence à faire ça. Pour que pendant tout ce temps-là, où je fais ces étapes-là, je sois prêt ici à récupérer les données au final pour perdre le moins de temps possible. Ok, donc là, il est dans la phase de copie, il est à 79%. On va le laisser faire, je vais prendre mon disque dur USB SATA. Voilà, mon disque dur USB SATA qui va me permettre de pouvoir brancher ça sur un autre PC pour pouvoir faire le transfert. Donc, j'ai mon disque dur SATA et le disque dur à transférer. On se le met de côté, on va pouvoir le faire tranquillement. Allez, là on est à 95%, donc on va rester concentré parce que dès qu'il aura fini de copier, il va expédier rapidement ces deux étapes-là et il va falloir absolument qu'on retire la clé USB pour ne pas qu'elle reste. Voilà, regardez. Là, il fait l'installation de ce qu'il appelle les mises à jour. Attention, ce n'est pas des mises à jour Internet, puisqu'il n'est pas connecté à Internet. Voilà, donc là, il est en cours d'achèvement. Bientôt. Voilà, donc là, vous voyez, il nous dit qu'il faut qu'on redémarre. Donc, on doit retirer à ce moment-là la clé USB pour ne pas qu'il reboote dessus. Et on le laisse redémarrer tranquillement. À partir de là, il va continuer l'installation, mais cette fois-ci à partir des fichiers qui sont sur le disque dur. Il n'a plus besoin de la clé d'installation, il a déjà récupéré tous les fichiers dedans. Donc, on va ranger la clé d'installation aussi. Je vous laisse vraiment tout le temps que ça prend parce qu'il faut que vous l'ayez vu une fois pour savoir que c'est long. C'est un temps qui est assez lent. Ça ne sert à rien que j'accélère parce que vous avez besoin de planifier vos interventions. Donc, il faut que vous sachiez le temps exact que ça prend. Donc, je sais que sur la plateforme, je ne peux pas laisser en continu plusieurs heures de vidéo. Pour que vous les voyez, donc je le séparerai certainement en plusieurs parties, mais je n'accélérerai pas le temps, ça sera vraiment des coupures faites pour que ça puisse être possible de visionner en suivant le temps. Donc si vous ne voulez pas voir ces temps-là après que vous avez vu tout le process, il vous suffira simplement de faire avance rapide pour passer aux différentes autres étapes.
Donc, autre chose aussi, votre temps à vous, ça va être plus rapide. Là, je suis en train de faire la formation, je vous parle en même temps. J'ai pas paralysé certaines tâches, donc évidemment, le process lui-même, on peut l'accélérer si on enchaîne ces différents process. Et puis pendant, par exemple, que ça fait ça, vous pouvez très bien être en train de faire autre chose. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être devant. Les étapes importantes, il vous attendra le Windows. Il ne va pas continuer sans vous, s'il a besoin que vous agissiez. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être coincé devant. Vous avez déjà dû constater quelque chose, c'est que le logo a changé de taille. C'est-à-dire qu'en fait, là, il est en train de charger les pilotes, déjà, de base. Et donc, il a déjà utilisé des pilotes génériques pour ajuster la résolution de l'écran. C'est tout ça qui prend du temps. Il prépare le Windows pour l'installation, mais il charge déjà des pilotes par rapport au matériel qui est installé. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez chargement des pilotes quand ça redémarre. Ok, donc là, on est dans la dernière phase de configuration. Je vais m'assurer que vous y voyez bien, que ce ne soit pas flou. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais peut-être même vous rapprocher un peu plus. Ok, donc là, ce qu'on va faire, on va venir faire oui ici. Je vais rebrancher la souris, ça va être plus pratique. La disposition du clavier, on va faire oui également en français. Ici, on va faire ignorer. Ici, il nous parle de se connecter à un réseau. On va dire qu'on n'a pas Internet. C'est ce qui va nous permettre d'esquiver la création du compte Microsoft. Ici, il n'est pas content, donc il nous dit quand même, on va cliquer sur continuer avec l'installation limitée. Vous ne cliquez pas sur se connecter ici. Continuer avec l'installation limitée. Je vous rappelle, on veut nous faire une session locale. Ici, il nous demande qui va utiliser le PC. Donc moi, je vais mettre le prénom de ma cliente. Vous mettez ce que vous voulez. Et je fais suivant. Mot de passe, je ne mets rien. Je ne mets pas de mot de passe. Dans la mesure où c'est une session locale, vous n'êtes pas obligé de mettre un mot de passe. Si c'est une session Microsoft, vous êtes contraint. Ici, je vais aller sur non. Je mets tout à non parce que je ne sais pas ce que veut ma cliente. Vous, évidemment, ici, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a rien qui est bloquant ici. Attention pour le mot de passe qu'on avait précédemment. Si on avait mis un mot de passe, on n'aurait pas exactement le même nombre d'écrans ici. On aurait 3 écrans, je crois, supplémentaires pour nous demander de définir un mot de passe et surtout de définir des questions, 3 questions de sécurité pour qu'en cas d'oubli du mot de passe, on puisse répondre à ces questions avec les éléments qu'on aura fournis ici pour pouvoir débloquer le mot de passe. Donc ici, on n'a pas ça. Alors, on arrive à Cortana, donc on ne dit pas maintenant. Cortana, c'est l'assistant Microsoft, mais non, on ne l'utilise pas et notre cliente n'a pas l'intention de l'utiliser. Voilà, donc là, c'est la dernière session. Maintenant, il n'a plus besoin de vous. Il va charger le Windows et le configurer avec ce qu'on a donné là. Et la prochaine étape, c'est on arrive au bureau, l'installation est terminée. Donc, on laisse faire ça. Pendant ce temps, je vais préparer le disque dur pour démarrer la sauvegarde des données. Donc, je vais vous renvoyer vers le schéma pour vous montrer où on en est. Donc, ici, on en est où? Ici, on en est que on a fait, donc, on a mis notre clé USB de démarrage. OK? On est passé sur, ici, l'installation du Windows 10. On a booté sur la clé d'installation. Donc là, je vous ai mis la vidéo, qui sera en lien, la vidéo pour pouvoir aller voir comment choisir sur quoi vous bootez, etc., etc., comment faire pour démarrer sur une clé de démarrage.
Ensuite, on a refusé la création d'un compte Microsoft en restant sur un compte local grâce au fait de ne pas valider le fait qu'on ait une connexion Internet. Ça a suffi pour gérer le problème. Et ensuite, ici, on est en train de finaliser l'installation. Si on va sur la partie méthode à suivre pas à pas. Donc ici, on a fait quoi? La session locale, ici, on n'a pas activé Internet. Je vous l'ai remis ici pour que vous y pensiez. On n'active pas Internet, nous, on veut un compte local. Voilà. Donc, on sera bon ensuite pour la mise en service, replacer les données et installer les logiciels et les utilitaires. Là, vous venez d'entendre un bruit, c'est notre Windows qui a terminé. On est arrivé sur le bureau. Et donc, on est prêt pour la quatrième étape, c'est la mise en service. Alors attention, c'est l'étape la plus simple. Là, vous avez fait le plus important, donc félicitations. C'est l'étape les plus simples qui vont arriver là, mais les étapes les plus longues, parce qu'on va faire toutes les mises à jour de Windows dans cette prochaine étape et on va déplacer toutes les données. Donc c'est simple, mais c'est long et ça demande un peu de ne pas rater les étapes que je vais vous donner dans la prochaine étape. Donc, on se retrouve dans le prochain module pour l'étape suivante. Ok, nous voilà sur le menu de démarrage de l'installation. Cet ordinateur, je le rappelle, n'est pas éligible sous Windows 11, donc nous allons faire une petite manipulation pour contraindre le système à quand même l'installer. Donc, vous allez suivre pas à pas les indications suivantes. Premièrement, vous allez appuyer sur la touche majuscule que vous maintenant enfoncez, vous appuyez sur F10. Ça va ouvrir une fenêtre de ligne de commande. Vous allez taper regedit, R-E-G-E-D-I-T. Vous allez valider en appuyant sur la touche Entrée. Il va vous emmener dans cette fenêtre. Vous allez cliquer pour dérouler HK Local Machine et vous allez aller sur Système. Dans Système, vous allez aller dans Setup. Dans Setup, vous allez cliquer, vous mettre sur Setup, vous allez cliquer bouton droit de la souris et vous allez dire Nouveau, Nouvelle clé. Vous allez appeler cette clé Lab Config, donc L majuscule AB, C majuscule ON, FIG. Vous allez valider en appuyant sur la touche Entrée. Ensuite, vous allez vous placer sur le dossier Lab Config en cliquant dessus et vous allez vous mettre dans la zone de droite, faire un clic droit, faire Nouveau, clé valeur dword 32 bits, cliquez dessus et là, vous allez appeler cette clé, vous allez saisir directement Bypass Secure Boot Check. Donc, vous validez par Entrée, vous cliquez 2 fois dessus, vous appuyez sur 1 et vous validez par OK. Ensuite, vous faites la même chose en bas, vous recliquez à nouveau bouton droit sur une zone libre, Nouveau, valeur dword 32 bits, et là vous allez faire Bypass TPM, tout en majuscule TPM, check. Vous cliquez 2 fois dessus et vous passez la valeur à 1 et vous validez par OK. Et là, vous allez fermer cette fenêtre, et maintenant, vous allez lancer l'installation. Et comme par magie, il ne vous arrêtera plus sur le programme d'installation en vous indiquant une erreur. Donc du coup, nous allons poursuivre l'installation jusqu'au bout. Donc, je clique sur J'accepte, je fais Suivant, je vais dans Personnaliser. Voilà, je me retrouve donc avec tout l'espace de mon disque dur de 250 Go de libre. Je vais faire Suivant. Alors, il est très important, juste avant que l'ordinateur redémarre, de retirer la clé USB pour éviter éventuellement qu'il se remette à reboucler pour refaire l'installation. Ok, je retire ma clé USB et je laisse l'ordinateur redémarrer. Ok, donc nous allons démarrer à proprement parler l'installation maintenant de Windows 11. Donc le pays c'est bien France. Je valide par oui. On ne veut pas utiliser de position de langue pour le deuxième clavier, donc je dis ignorer. Il est temps de se connecter à un réseau. On va choisir notre réseau en Wi-Fi. Je mets la clé. Je valide par entrée. Je fais suivant, on est bien connecté. Ok, je vais donner un nom à l'appareil. Je vais l'appeler HP. Ok, utilisation personnelle. Suivant.
Alors ici, très important, Windows 11 va souhaiter que vous créez un compte obligatoirement chez Microsoft pour pouvoir poursuivre. Je vais vous révéler donc maintenant l'astuce pour éviter et contourner cette contrainte. Donc vous allez faire se connecter et en guise d'adresse internet de compte, vous allez faire 0@0.com. Vous validez par suivant. Il va vous demander le mot de passe, vous tapez 0000, 4 fois 0 et vous faites se connecter. Et là, il va vous dire qu'il y a eu une erreur. Vous faites suivant. Et ça y est, on a contourné la contrainte. Donc maintenant, vous allez mettre le nom de celui qui va utiliser la session. Donc ici, moi, je vais l'appeler utilisateur. Valider par suivant. Un mot de passe, j'en mets pas. Maintenant, toutes les questions, je les mets à non. Je fais accepter. Non. Accepter. Ici, je descends à chaque fois et je prends le deuxième choix. Évidemment, c'est mon réglage à moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, voilà, donc nous avons fini l'installation de Windows 11. Nous voilà donc dans l'étape suivante. Donc ici, la première chose qu'on va faire, je vous ramène dans notre checklist. La première chose qu'on va faire ici pour la mise en service, c'est qu'on va activer le Windows. On va regarder est-ce que le Windows est activé, parce que sans ça, vous ne pouvez pas faire le paramétrage du Windows. Ensuite, on va regarder. Donc ici, soit on est dans plusieurs cas, soit on n'a pas besoin parce que le BIOS UEFI va le faire, soit la licence a été déjà, qu'on a récupérée, on va pouvoir la mettre, soit on achète une licence en ligne, soit on prend le contenu de la formation et avec un simple script de 3 lignes, on active le Windows gratuitement. Quelle que soit sa version, je répète, et quelle que soit la version du Windows, Windows 10 professionnel, famille, entreprise, éducation, etc. ou Windows 11, pour les deux Windows, la technique que je vous enseigne fonctionne. Satisfait ou remboursé. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser qu'une fois, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Donc, si ça vous intéresse. Donc, nous allons passer à l'activation de Windows. Donc, on va regarder ça. On revient sur notre PC. Ok, donc là, on est sur notre PC. On va venir voir s'il est activé ou pas. Donc, pour ça, c'est pas compliqué. Vous venez ici dans le Windows. Vous tapez ici sur Paramètres. Et vous allez voir tout de suite si le Windows est activé ou pas. Ah, vous avez vu, attention, il s'est connecté à Internet et qu'il a vérifié sur le serveur Microsoft, il dit non, en fait, je ne suis pas activé, il faut m'activer. Et ça, donc, ça veut dire que vous pouvez faire des mises à jour, vous pouvez utiliser le Windows, mais attention, vous ne pouvez pas personnaliser l'interface de Windows. Et vous allez avoir sans cesse, il va vous dire qu'il faut activer le Windows, il faut activer le Windows. Théoriquement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Windows activé pour pouvoir utiliser Windows. Mais en fait, dans les faits, si vous ne le faites pas, vous allez tellement galérer sur plein de choses que c'est presque obligatoire. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le BIOS UEFI, ça n'a pas marché. Il nous dit que ce n'est pas activé. Donc on va le faire avec la licence qu'on a récupérée par Showkey tout à l'heure. Donc que j'ai dans mon téléphone en principe. Donc on revient sur le PC. Je prends mon téléphone avec, voilà, mon numéro de licence que j'avais pris en photo. Maintenant ici, pour l'activer, comment je vais faire? Je vais revenir ici à l'accueil. Je vais cliquer sur Activer Windows maintenant. Et ici, je vais dire modifier la clé produit pour pouvoir rentrer ma clé produit. Donc vous voyez qu'ici, il me propose de rentrer ma clé produit. Je vais rentrer la clé qu'il m'a donnée ici, clé installée. Donc, j'active ici le pavé numérique et je tape ma clé. Quand vous tapez la clé, vous ne mettez pas les tirets, c'est lui qui les met tout seul. Une fois que j'ai tapé ma clé, je clique sur Suivant. Et là, soit votre clé, elle est compatible, et ça marche, soit votre clé, il vous dit qu'il y a un problème, parce que la clé que vous avez saisie ne fonctionne pas. Et là, c'est à peu près normal, parce qu'on avait un Windows 8.1 qui était en version familiale, alors que là, j'ai installé un Windows. J'essaie d'installer une clé pour une version professionnelle. Donc là, dans ces cas-là, vous avez que, donc je dis annuler, vous n'avez que deux choix possibles. Vous achetez une clé sur Internet, ou soit vous utilisez la formation et la technique que j'utilise qui vous permet de pouvoir activer
en quelques secondes le Windows. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je ne vais pas vous le montrer parce que si vous n'avez pas pris la formation, pour ne pas pénaliser ceux qui l'ont prise. Et dans la formation, de toute façon, j'explique comment le faire. Donc, c'est cette séquence-là que je vais appliquer maintenant. On se retrouve juste après. Ok, donc nous voilà revenus. Je vous montre juste que l'activation a été faite avec la technique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape 2, c'est l'étape des mises à jour. Donc, il faut penser, pendant que vous faites ces mises à jour, à couper la veille, la mise en veille. Donc, on va voir quelques petits paramétrages que vous pouvez faire pour régler ça. On va désactiver la veille automatique. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez le faire en début. Une fois que c'est activé, vous pouvez personnaliser. Donc vous allez venir cliquer ici. Vous allez cliquer sur déverrouiller la barre des tâches. Donc si vous cliquez sur verrouiller, ça déverrouille. Et si vous recliquez à nouveau, ça reverrouille. Donc on enlève la coche en cliquant dessus. On revient cliquer bouton droit. On voit que c'est déverrouillé. Les applications actives, moi je les déverrouille. On va déverrouiller aussi, c'est ce qui est ici, on va déverrouiller aussi les actualités et centres d'intérêt, parce que dès qu'on passe la souris, ça enlève. Ici, vous voyez, il y a une petite masquer, on va masquer ça pour les démarrer une réunion. On va venir cliquer ici sur les paramètres de la barre des tâches. Il va nous renvoyer dans Windows. Alors, on voit ici que Windows n'apparaît plus, c'est parce qu'en fait, il veut absolument qu'on redémarre. Parce que là, le système en fait est coincé plus ou moins entre les mises à jour. Donc, il faut qu'il fasse. Donc, on va le laisser réagir. Ok, il a réagi ici. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez descendre ici dans Zone de notification, sélectionner les icônes à afficher. C'est pour pouvoir gérer la partie qui est ici. Moi, je mets toujours que je veux qu'il affiche tout ce qu'il y a dans la zone de notification. Parce que ça permet de voir par exemple l'antivirus Windows Defender et savoir si on n'a pas de problème de sécurité. Sinon, en fait, il n'apparaît pas. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens cliquer ici sur écran de verrouillage. Et là, je vais désactiver dans écran de verrouillage, je vais descendre tout en bas et je vais cliquer sur paramètres de l'écran de veille. Voilà, dans cette fenêtre qui s'affiche, je vais venir ici modifier les paramètres d'alimentation. Ici, je vais cliquer modifier les paramètres du mode. Et ici, sur secteur, je vais mettre à jamais l'extinction de l'écran et la mise en veille sur jamais. Et je vais faire pareil sur batterie. Faire en sorte que pendant tout le processus de mise à jour, il ne rebascule pas en écran de veille. Donc, on a fini cette étape de l'activation. On va passer maintenant à l'étape des mises à jour Windows. Attention, les mises à jour Windows, il faut les faire. Il faut absolument les faire. Ne commencez pas. Cet ordinateur, il n'est pas prêt à fonctionner tel quel. Parce qu'on a un Windows, un système d'exploitation qui est vierge, qui n'est pas prêt, qui n'est pas patché, qui n'est pas sécurisé pour aller sur Internet. Il vous faut faire les mises à jour. Ensuite, les mises à jour, on va voir facultatives. Il dit qu'elles sont facultatives, mais elles sont absolument indispensables parce que c'est les mises à jour, comme je vous expliquerai, de votre constructeur de l'ordinateur et non pas de Microsoft. Donc, il faut les faire. On va faire les mises à jour des applications et tout ça va nous prendre beaucoup de temps. Après, on activera l'antivirus et là, seulement là, si vous voulez, vous pouvez utiliser votre ordinateur sur Internet. Mais avant ça, il faut absolument faire ces trois choses-là, sinon votre ordinateur n'est pas sécurisé et n'est pas prêt à être utilisé. On revient à notre PC et on s'attaque ici aux mises à jour Windows Update. Donc, pour pouvoir utiliser les mises à jour Windows Update, on va revenir exactement au début, que vous puissiez avoir tout ça. Pour pouvoir faire les mises à jour, vous allez d'abord connecter l'ordinateur Internet. Vous avez deux options, soit vous venez le connecter ici en Wi-Fi, mais moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous êtes à côté de la box, si vous pouvez, vous le branchez par câble. Le câble Ethernet étant plus rapide et plus stable pour la connexion que le Wi-Fi, qui est en onde de radio, ça vous permettra d'avoir des mises à jour qui vont se faire plus vite. Donc moi, je vais utiliser un câble Ethernet. Voilà, donc un câble Ethernet, ça se présente comme ceci. Okay, ça vient de votre box et directement, ça, vous allez le brancher dans un port Ethernet qui est situé soit à l'arrière, soit sur les côtés
du PC. Donc moi je suppose que c'est de ce côté-ci. Je vous montre, donc c'est bien ici, vous le voyez, et donc je vais raccorder. Voilà, et dès lors, à partir de ce moment-là, il va détecter qu'il y a bien une connexion Internet, vous voyez, c'est connecté, et il va même, en principe, m'afficher ça. Je dis oui, pour valider, que je veux bien être sur ce réseau qu'il est sécurisé. Là, je vais vous replacer ça pour que ce soit facile à suivre. Voilà, on est OK. Bien, maintenant que j'ai la connexion Internet, ce qui est indiqué ici, je vais pouvoir, lui, il va déclencher automatiquement les mises à jour. Regardez, si je viens ici, je viens dans ma roue paramètres ici, et je viens dans mise à jour et sécurité. Et là, si je vais sur Windows Update ici, en premier, vous allez voir que là, il est en train de cogiter et qu'il va m'afficher tout d'un coup, en vrac, énormément de mises à jour qui sont en cours. Donc on laisse faire, là, il y a juste à patienter. Voilà. Une fois que je suis ici, je vais cliquer sur rechercher des mises à jour. Je vous laisse le temps exact pour pas que vous vous formalisiez, que vous voyez bien que ça prend beaucoup de temps hein, en fonction de votre connexion Internet, de l'ordinateur. Et là, ce n'est pas une question de vitesse d'ordinateur parce que cet ordinateur-là, si on vient regarder maintenant dans le gestionnaire des tâches, vous allez voir qu'en fait, il est très rapide. Hein, je vais aller dans plus de détails ici, je vais aller dans Performance. Regardez, on a un disque dur qui est à 0%, la mémoire qui est toujours là, le processeur qui est qu'à 9%. Donc cette lenteur-là, elle n'est pas liée à l'ordinateur, à la performance de l'ordinateur, elle est juste liée à la connexion Internet, la connexion avec le serveur de Microsoft à travers la connexion Internet pour pouvoir récupérer ces informations-là. Donc ça ne dépend plus de vous ni de l'ordinateur. Là, vous allez devoir patienter par rapport à la disponibilité des services Microsoft. Vous voyez là, je le fais de façon opportune parce que dans les faits, très concrètement, et c'est pour ça que je veux que cette formation ressemble à la réalité, parce que très concrètement, vous faites comme vous pouvez au moment où vous avez une fenêtre de tir. Donc là, on voit qu'il a démarré ici. Et là, ce sont les mises à jour facultatives. On va en parler maintenant. Là, pour l'instant, vous voyez, ça, c'est toutes les mises à jour qu'il lui reste à faire pour le Windows. Très bien. Mais si on revient sur notre guide ici, je vous ai dit, il y a les mises à jour, l'activation, donc ça, on va voir tout à l'heure. Mais il y a les mises à jour, Windows Update, donc faire toutes les mises à jour, c'est ce qu'il est en train de faire là actuellement. Et puis, il y a aussi les mises à jour facultatives. Et là, je vous ai dit, il faut les réaliser. Donc, elles sont où ces mises à jour facultatives? Elles sont ici. Vous descendez, vous allez sur Options avancées. Et en principe, elles apparaissent ici. Si elles n'apparaissent pas là, vous revenez d'un cran. Et ici, vous voyez afficher toutes les mises à jour facultatives. Vous allez cliquer dessus. Quand vous êtes ici sur toutes les mises à jour facultatives, vous allez dérouler ici mise à jour du pilote. En fait, c'est tous les pilotes, voyez, de la carte mère et des composants liés à votre PC, au constructeur. Donc, vous allez tout cocher. C'est absolument indispensable de le faire, ça. Vous cochez tout. Vous voyez, ici, on a la webcam, par exemple. Ici, Management Engine Interface. OK, ici, on a c'est le Lenovo System, donc le firmware. Intel, donc ça c'est pour le chipset, la carte mère, donc tout ça il faut cocher. Donc des fois ça bug un peu comme ça, c'est normal parce qu'il est il est très sollicité, il est en train de faire des mises à jour. Enfin vous voyez là il a frisé, c'est qu'il vient de faire appliquer le pilote de la carte graphique. Donc ça frise comme ça, donc ça c'est rien de bien grave. Vous cochez tout ça. Vous pouvez cocher aussi celle de là-haut, toutes les mises à jour, il faut télécharger et installer. Quand vous faites ça, il va rajouter toutes ces mises à jour avec les mises à jour de Windows pour les mettre dans la liste des mises à jour à faire. Voilà, il vient de les rajouter, vous voyez, dans la queue, à la queue là, ici. Pour ça, passer à Windows 11, on est sûr qu'on ne veut pas le faire, on va fermer ça. Voilà, donc maintenant, elles sont toutes en liste d'attente et elles vont toutes se faire au fur et à mesure. Donc là, on ne toucherait plus, on attend de voir comment ça se déroule, on va juste surveiller. Pendant qu'il y a ces mises à jour là, pour l'instant, on va mettre en suspens la sauvegarde, la récupération des données, on le verra un peu plus tard. On va venir faire, donc on a fait les mises à jour facultatives, on va venir regarder, donc ça c'est ce qui est en cours, ça les facultatives elles sont en cours. On va venir regarder ici pour les mises à jour des applications Windows. Donc on revient dans le PC. Les applications Windows, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est livré avec Windows de base. Vous voyez ici, elles ne sont pas encore installées.
Et puis ici, même dans votre système, il y en a plein qui sont obsolètes. Donc pour pouvoir mettre à jour ça, il faut passer par le magasin d'applications, le Microsoft Store, qui est ici. On va cliquer dessus. Ici, vous allez venir ici, sur les 3 petits points, vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur téléchargement et mise à jour. Il va vous dire qu'il faut vérifier la connexion. Vous allez dire actualiser la page. Parce qu'en fait, en réalité, même le Microsoft Store, sur les versions de Windows 10 que vous avez sur votre clé, même lui-même, il n'est pas à jour. Donc, vous faites actualiser la page, vous cliquez ici sur téléchargement et vous cliquez sur obtenir les mises à jour. Donc là, il va comparer tout ce qu'il a comme application installée dans Windows avec les mises à jour qui sont disponibles sur le serveur de Microsoft. Pendant que vous faites ça, derrière, il continue les mises à jour facultatives et les mises à jour de Windows. Vous ne coupez pas. Tout ça, il peut le gérer. Ça ne lui demande pas beaucoup d'efforts, ça demande surtout beaucoup d'Internet, de bande passante. Moi, j'ai la fibre ici, donc je peux me permettre de faire ça. Vous ne faites pas ça si vous avez l'ADSL. Parce que évidemment que vous n'allez pas avoir assez de débit pour envoyer tout ça en même temps. Sinon, ça va être très très lent. Vous faites au fur et à mesure. Mais si vous avez le haut débit, vous pouvez les lancer en même temps. Là, à partir du moment où tout ça tourne, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Vous réduisez ça. Ici, il vous dit que maintenant, il a besoin de redémarrer pour appliquer certaines mises à jour. Vous attendez de voir est-ce qu'il avance ou pas. Parce que s'il avance, par exemple pour celle-là, vous attendez qu'il ait fait le maximum avant de redémarrer. Le redémarrage, en fait, ici, il est pour la carte mère. Vous voyez, le Intel System ici, qui demande ça. Ici aussi, le bus PCI. Ici, le système. Voilà, donc bon, comme c'est le système, on va laisser les autres se faire. Et puis, quand on aura plein qui demanderont à redémarrer, à ce moment-là, on fait un redémarrage. Et il va pouvoir tous les appliquer et pouvoir passer à la suite. Vous voyez que ça, il vous le demande ici également. Vous avez ici appareil qui le demande. On a entre-temps le Microsoft Store ici qui s'est reconnecté parce que en fait, en réalité, il a fait sa propre mise à jour. Donc, on va aller voir ici dans les téléchargements mise à jour où est-ce qu'il en est. Voilà, on voit qu'il est en train de continuer. Donc, 31 en cours. Donc on va le laisser, voilà, on va le laisser finaliser ça, donc très bien. Ici, les mises à jour, il me dit redémarrage pour ici. Ici, il est toujours en téléchargement, ici 20%, ici 98%. Voilà, il est en train de continuer ça tranquillement et il nous propose de redémarrer. Voilà, quand il ne peut pas faire, il nous dit que voilà, certaines mises à jour, il faut qu'il redémarre pour pouvoir les faire. Donc les mises à jour, c'est en cours. Donc on vient d'activer le Windows, donc on a bien finalisé l'activation du Windows. Donc ici, moi, j'ai utilisé ça, mon script. Pas acheté de licence. Les mises à jour Windows Update, c'est en cours. Mise à jour facultative, c'est en cours. Mise à jour des applications, c'est en cours. L'antivirus. Alors, l'antivirus, on va regarder ça tout de suite. Je vous montre. Donc, l'antivirus, c'est ici. C'est le Windows Defender. À partir de Windows 10, l'antivirus, il est déjà inclus dans le Windows. Donc, il faut que tout ça soit au vert. Contrôle des navigateurs, protection contre les menaces, le pare-feu, protection contre les ransomware. Bon, bref, tout ça, il faut que ce soit vert en fait. Et comme j'explique sur la question des sécurités sur ma chaîne, en fait, le problème aujourd'hui des virus n'est pas un problème des antivirus. Vous pouvez avoir très bien l'antivirus gratuit comme ça, pas besoin d'aller prendre un Avast ou quoi que ce soit de plus. Quitte à avoir gratuit, le Windows Defender est très bien situé, il fait très bien l'affaire. Et la question, c'est juste la question de votre usage. Comment vous utilisez votre ordinateur, surtout quand vous êtes sur Internet, comment vous ouvrez vos emails et comment vous allez sur les sites Internet et faites des téléchargements. C'est ça qui va déterminer si oui ou non vous allez vous faire arnaquer ou attraper des virus. Donc allez voir sur ma chaîne, j'en parle aussi en long et en large.